Saut dans le temps, bond dans le temps même, du XIIe au XVIIIe siècle et les variations Goldberg de Bach sous les doigts de Glenn Gould. C'est un choix qui est vôtre, Viviane Griveaux-Jeunesse, que de solliciter Bach pour évoquer Marie de France, moins par goût de l'anachronisme, je suppose, que pour évoquer une dimension commune, celle de la variation peut-être, et puis celle du contrepoint, j'imagine. Tout à fait. L'idée que je développe dans ma conclusion, c'est de faire résonner musicalement le texte de Marie de France. Et il me semble qu'on retrouve cette dimension chez Bach, celle d'une musique formelle, contrainte, mais qui joue aussi de la redite, de la répétition. Et on trouve cette dimension dans les laits de Marie de France, alors qui questionne beaucoup la critique, puisque on ne sait pas dans quel ordre pouvaient circuler ces textes. En tout cas, on sait que le recueil n'est pas fixe et qu'il ne reflète pas notre lecture moderne. Nous avons un recueil actuellement qui est dans un ordre plutôt figé et canonique. Il y a cette question de la totalité, de l'ordre, de la redite, et il me semblait que Bach faisait entendre pour nos lecteurs contemporains quelque chose du même ordre, dans l'ordre de l'esthétique qui se joue au Moyen-Âge. Alors qui se joue chez Marie de France, mais qui se joue probablement aussi au Moyen-Âge, c'est ça ? C'est-à-dire qu'au fond, l'impératif de la variation, parce que c'est bien de ça qu'il est question, pourrait d'une certaine façon gouverner l'esthétique du Moyen-Âge, en tout cas à ce moment-là ? Pas forcément la totalité de l'esthétique du Moyen-Âge, mais c'est vrai que la variation est un concept littéraire en tant que tel, que les théoriciens appellent variatio en latin, et il y a effectivement cette idée de varier pour distraire le public. Donc à un niveau, au niveau du texte lui-même, ne pas toujours dire semblablement, mais aussi au niveau des sources d'inspiration, puisque le Moyen-Âge va toujours alléguer, puiser dans une matière déjà existante, parfois avec une forme de mauvaise foi, puisque parfois les clercs et les auteurs médiévaux inventent, mais ils se mettent toujours sous un patronage déjà connu. Et c'est le cas avec Marie de France qui se réclame des anciens Bretons en disant qu'elle puise dans une matière celtique déjà existante. Jacqueline Cerchiglini-Toulet, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, la variation, c'est plus un concept qui s'applique à la poésie de la Renaissance, mais tel que vient de l'expliquer Viviane Griveaux-Jeunesse, il y a effectivement cette souplesse avec les motifs, et ce que vous disiez est tout à fait vrai, le fait qu'un auteur médiéval doit s'inventer une autorité antérieure. Et donc, même si on n'a pas de source, on va dire qu'on en a une, que ça ne vient pas de soi. Et donc, c'est très joliment fait avec les laits bretons, les laits celtiques. Elle n'aurait laissé qu'un prénom, que le prénom de Marie, et c'est au XVIe siècle, je crois qu'on lui a ajouté, que fut ajouté le de France par Claude Fauché. Un ajout qui, écrivez-vous, ne dirait rien ni de sa biographie, ni de sa géographie, ni de sa langue. Au fond, de quoi serait-on désormais, aujourd'hui, sûr ? On ne sait pas beaucoup plus à quoi renvoie ce de France. Est-ce que c'est par rapport à la langue dans laquelle elle écrit, mais qui est la langue de l'élite anglo-normande de la cour d'Henri II de Plantagenet ? Est-ce un élément biographique ? Si il s'agit de la sœur de Thomas Becket, ça pourrait renvoyer au fait qu'il s'agissait d'une famille française qui avait émigré en Angleterre, qu'ensuite elle a fui lors de la proscription de son frère en France avec ses enfants. Mais certains critiques vont jusqu'à dire que cette revendication de France renvoie à un positionnement littéraire plus qu'à une marque biographique. Jacqueline Cerchiglini-Toulet, qu'est-ce qu'on sait de Marie de France ? Alors, quand même, elle dit « si suis de France ». Si, c'est la particule qui veut dire « et je suis de France ». Donc, le mot « France » est bien prononcé, mais pas accolé au nom de Marie. Et Viviane vient de résumer admirablement le fait qu'on n'a que des hypothèses. Mais là où, et je crois que Viviane serait d'accord avec moi, où on ne peut pas mettre en doute ce qu'on a fait à une époque, c'est que c'est une femme quand même qui écrit.
Alors cette hypothèse, vous la balayez assez rapidement d'ailleurs, parce que vous l'évoquez, hein, cette hypothèse de la construction de Marie de France. Vous la balayez assez rapidement. Alors non pas en envisageant que l'écriture de Marie de France soit une écriture féminine, hein, ce qui est une chose que vous balayez assez rapidement, mais peut-être davantage par la position qui est la sienne en tant qu'auteur à l'intérieur même de ses écrits, à l'intérieur même des laits et du prologue. C'est-à-dire cette pudeur, ce retrait qu'elle a et qui au fond serait le retrait propre à la position des femmes qui sont priées de se taire à ce moment-là. Alors tout à fait, il y a une forme de discrétion chez cet auteur. Discrétion dans l'absence de prise à partie des auditeurs, du lectorat, comme ça peut être souvent le cas dans la littérature médiévale. Qui aime bien solliciter son auditoire aussi dans une fiction d'oralité. Même quand il s'agit d'un texte écrit, on pense toujours à la réception orale du texte, qui était fondée aussi sur une réalité, puisque les textes pouvaient être récités quoique écrits. Donc il y a cet aspect, la discrétion de l'auteur, une réserve sur la question de la morale. On a des clercs qui sont beaucoup plus bavards sur la conduite des personnages. On a une relative réserve, et donc qui pourrait être une marque de pudeur féminine. Quand vous dites que ces laits ont pu être mélangés, qu'on a pu les retrouver après de façon plus ou moins anonyme, qu'est-ce qui ferait, au fond, qu'on reconnaîtrait la singularité de l'écriture de Marie de France? Par rapport à d'autres laits, il y a un traitement différent de certaines thématiques, par exemple la question du merveilleux. D'autres laits qui puisent dans la même matière celtique, bretonne, mettent beaucoup plus l'accent sur le merveilleux breton, sur des éléments magiques. Or, Marie de France en use avec une relative parcimonie, et surtout, là n'est pas le fond de la question. Le fond de la question, c'est l'histoire d'amour. Et par exemple, dans Ionec, le fait que le chevalier amant soit aussi mi-homme, mi-oiseau, n'est pas au centre de l'intrigue. Ce qui est au centre de l'intrigue, c'est bien l'amour de l'amant et de la dame emprisonnée. Puisqu'on parlait de la singularité de son éventuel, de son écriture, l'écriture de Marie de France, j'aimerais m'arrêter peut-être sur l'anthologie critique que vous glissez en fin d'ouvrage et qui commence par un article du philologue et médiéviste Joseph Boudier, paru dans la Revue des Deux Mondes en 1891, et qui commence comme suit. Marie de France nous dit qu'elle a composé ses laits pour être lus, et lus en collection. C'est bien une femme qui devait, l'une des premières, écrire ses légendes. Marie l'a fait avec charme, sans grand talent. Il faut le dire, sa valeur poétique est médiocre, et sa maîtresse forme est, auprès d'une certaine grâce sobre, la sécheresse d'imagination. Sent-elle toujours l'intérêt des récits qu'elle répète ? On en pourrait en douter, car elle prend de toutes mains, sans choix. Et puis un petit peu plus loin, il continue. Elle raconte les scènes les plus violentes ou les plus tendres du même ton placide, sans en paraître touchée. C'est d'ailleurs une garantie que ses poèmes doivent être infiniment proches des originaux, de ces contes oraux qu'elle a reçus des jongleurs bretons. Elle est trop peu artiste, trop peu imaginative pour y avoir beaucoup ajouté. Elle aligne avec calme ces petits octosyllabes dont les rimes plates semblent n'avoir d'autre valeur que celle d'un procédé mnémotechnique. Pardon, c'était un petit peu long, mais je me demandais ce que ce texte d'une absolue condescendance nous dit, malgré tout, pour que vous ayez choisi de le reproduire. Est-ce que ça nous dit, au fond, que peut-être le 19e siècle est plus misogyne que l'a été le 12e ou peut-être même le 15e, dont on va parler avec Christine de Pisan? Alors, la critique, la médiévistique du 19e siècle est connue pour avoir des partis pris, enfin, de toute critique en a, et notamment l'orientation parfois un petit peu misogyne est à intégrer. D'ailleurs, je crois que sur Christine de Pisan, on trouvera matière sans difficulté. Là, la misogynie de Joseph Bédier est patente, et elle est d'autant plus intéressante à observer que Bédier connaît bien le Moyen-Âge, puisque c'est lui qui va... c'est le grand médiéviste de l'époque, Académie française, et il va réécrire la légende de Tristan et Iseux. Mais c'est l'idée
l'idée qu'une femme ne peut pas écrire. Une femme ne sait pas écrire, ne peut pas écrire, peut-être même ne doit pas écrire. Et ce qu'il dit, il y a une sorte de surdité, mais qui est une surdité intellectuelle. Ce qu'il dit sur les octosyllabes de Christine de Marie de France, ça va pas, c'est faux. Enfin, et moi, cette formule de Bédier, Bédier est un grand esprit. Il y a rien. Enfin, c'est un grand esprit qui connaît le Moyen Âge, qui doit l'aimer, j'espère pour lui, d'une certaine manière. Mais quand ça vient d'une femme, c'est pas possible. Alors cette question du genre se place également au centre des laits, plutôt la relation homme-femme, c'est-à-dire, et c'est bien ce qui assure la continuité du recueil L'amour, vous l'avez dit, Viviane Griveaux-Genest. Donc ressaut dans le temps, cette fois on est en 1485, plus près de Christine de Pisan, dont on va parler tout à l'heure. L'histoire qui se raconte là est celle de Gilles, missionné par le diable pour amener, disons, chaos et désunion dans la vie de Anne, et qui en tombe éperdument amoureux. On écoute. C'est drôle. Rester sans crainte, sans étonnement devant les choses qui surprennent les autres, qui les inquiètent. Pourquoi serais-je inquiète? La vie tout entière n'est-elle pas remplie de choses inexplicables? Un oiseau, un fruit, une bête, le soleil, les arbres de ce bois. Et nous-mêmes, qui ne savons pas d'où nous venons, où nous allons. N'est-ce pas merveilleux tout cela? Comme cette eau est fraîche. Et comme votre bouche est fraîche, elle aussi. Je vous aime, Anne. Gilles. Qu'avez-vous? Je ne sais pas. J'étais si heureuse. Et puis brusquement, j'ai pensé à Renaud. Lui aussi m'a dit « Je vous aime, Anne », avec le même regard dur et la même voix qu'il a pour dire « J'aime mes chiens, j'aime la chasse, j'aime tuer tout ce qui vole, tout ce qui court. Je vous aime, Anne, et vous serez à moi pour toujours. Pour toujours. » Mais est-il possible, Gilles, qu'un être puisse appartenir entièrement à un autre être? Certains appellent cela l'amour. Alors, l'amour, c'est comme la mort? On n'existe plus, tout est fini? Pourquoi? Oh, Gilles, puisque vous m'aimez, ne me faites pas souffrir, ne m'enfermez pas. Laissez-moi vivre. Aimez-moi comme je vous aime. Simplement. Alain Cuny et Marie Déa, Gilles et Anne, dans Les Visiteurs du soir de Marcel Carné en 1942. Carné qui avouait, lui, une dette envers les très riches heures du duc de Berry. Donc, on est un peu plus tard. Vous y voyez un écho au lait de Marie de France, Viviane Griveaux-Genest? On retrouve des motifs qui jalonnent les laits. La scène à la fontaine, qui est un topos, un grand motif classique de la littérature médiévale, et qu'on a par exemple retravaillé un petit peu dans Le lait de Lanval, où Lanval rencontre sa bien-aimée qui a tout l'air d'une fée, mais qui n'est pas vraiment présentée comme telle par Marie de France. Donc Lanval la rencontre près d'une rivière. On a aussi dans ce passage, au cœur de la déclaration, l'idée de l'étonnement et de la merveille, s'étonner de la nature, des oiseaux et de l'origine de l'amour. Et le mot merveille, l'étonnement, est un signal dans chaque lait pour indiquer cette dimension extraordinaire de l'amour qui se joue. Donc c'est effectivement visuellement la dette aux très riches heures de Berry est flagrante. On déambule dans les enluminures, mais il y a aussi une affinité profonde avec l'esprit de la littérature médiévale qui est tout à fait intrigante et même émouvante dans ce film.
Qu'est-ce que ce serait alors que aimer pour Marie de France, hein, parce qu'il y a quand même aussi une particularité, alors je ne sais pas si c'est une particularité par rapport à ses contemporains du XIIe siècle, mais avec une attention particulière au désir, à la sexualité, au plaisir sexuel même. Est-ce que c'est singulier? Est-ce que c'est propre à Marie de France? Ou est-ce que c'est quelque chose qui circule à cette époque-là? La question de l'amour est au centre de la pensée du XIIe siècle. Enfin, on est dans une période qui redécouvre l'art d'aimer d'Ovide, avec parfois des biais étonnant pour le lecteur moderne, puisque les clercs médiévaux, un petit peu soucieux du contenu du texte antique, qui est un manuel de séduction tout de même, il faut le rappeler, supposent qu'Ovide propose un sens caché. Malgré tout, il y a une conception de l'amour avec l'amour courtois, la fine amour de la lyrique occitane qui s'invite avec force dans la pensée du XIIe siècle, également à travers Aristote ou Saint Bernard avec le sermon sur le Cantique des Cantiques. Donc l'amour est au cœur des considérations avec des angles d'approche très différents. Et l'angle d'approche de Marie de France se singularise, ça à l'évidence, puisque par rapport à l'amour courtois, on va avoir un amour qui aime bien ne pas trop s'éterniser. Or, l'amour courtois aime à créer des longueurs, car les longueurs créent le désir. Et Marie de France peint, notamment dans Guigemard, par exemple, des déclarations qui sont somme toute assez rapides et qui font une place à la joie d'aimer et non pas à la joie de se sentir aimé. Donc moins de distance et plus d'adhésion immédiate. Et puis on a une place aussi à la dimension charnelle, au plaisir, qu'on ne retrouve pas avec la même neutralité chez d'autres auteurs. L'amour charnel est évoqué, les médiévaux la connaissent, mais elle est souvent orientée par le discours moraliste, souvent. Pas de façon systématique, mais il y a souvent un regard moralisant sur ces questions. Or, Marie de France, ici, propose clairement des histoires d'amour qui font une place au plaisir, et notamment des femmes, et qui font aussi une place aux conséquences de l'amour, puisque par rapport à tous les héros courtois de la littérature médiévale, les héros de Marie de France parfois se retrouvent embarrassés d'un enfant qui vient dans l'histoire et qui a une place narrative, voire deux, dans le cas de naissance gémellaire dans le lait du frêne, naissance bien encombrante aux yeux de l'intéressée. Donc il y a cette place assez atypique du plaisir, de la parentalité qui s'invite aussi dans ces lettres. D'autant plus qu'il peut être question tout aussi bien d'adultère, de polygamie, d'une certaine façon, et puis d'union libre aussi. On a également, effectivement, un texte qui dialogue avec la polygamie, c'est Élie-Duc, l'homme aux deux femmes. Et c'est d'autant plus intéressant que vraisemblablement, un des récits folkloriques celtiques qui serait à l'origine de ce texte, lui prenait clairement le parti de la polygamie, car les coutumes irlandaises le permettaient. Donc Marie de France traite le matériau celtique tout en essayant de composer avec cette polygamie. Qui s'achève par le pardon de la première femme, tout à fait. Une sorte de solidarité féminine. Tout à fait, la première femme jugeant que l'amante est si belle qu'elle mérite de vivre heureuse avec son amant. Donc c'est une forme d'abnégation absolument extraordinaire. Et elle demande à fonder un monastère pour laisser son mari libre de convoler en juste noces avec son amante.